Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque, parce que le sionisme, c'est ça. C'est le plus grand malheur. 2014, 2008, 2012, une chose pareille ne s'est jamais produite auparavant à Gaza. On reste à la maison, dans l'attente d'une nouvelle frappe et dans la crainte que nos enfants puissent mourir. Le monde entier doit se mobiliser. Ce n'est pas une guerre entre Palestiniens et Israéliens, c'est une guerre entre une organisation terroriste et une démocratie. Donc ceux qui veulent descendre dans la rue pour soutenir une organisation terroriste, je peux comprendre qu'on prenne des mesures de précaution. Ceux qui descendent dans la rue pour crier mort aux Juifs, je peux comprendre qu'on veuille les interdire. Il disait avoir été victime d'une agression antisémite en novembre dernier. L'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. L'homme sera jugé en avril pour dénonciation mensongère. À l'époque, son témoignage, rappelez-vous, devant les caméras, avait suscité une vive émotion quelques jours après les attentats de Paris. Ce n'est pas une guerre entre Palestiniens et Israéliens, c'est une guerre entre une organisation terroriste et une démocratie. Nous demandons à Israël de mettre immédiatement fin à toutes les expulsions forcées. Nous souhaitons souligner que Jérusalem-Est fait toujours partie du territoire palestinien occupé, sur lequel le droit humanitaire international s'applique. La puissance occupante ne peut confisquer la propriété privée sur un territoire occupé. Il précise aussi que le transfert de civils d'une puissance occupante vers un territoire occupé est illégal et qu'il s'apparente à un crime de guerre. Les Palestiniens ont hérité de leurs ancêtres la capacité à surmonter toutes ces épreuves et ont bien appris que la mémoire est plus forte que les mensonges et les falsifications. Donc ceux qui veulent descendre dans la rue pour soutenir une organisation terroriste, je peux comprendre qu'on prenne des mesures de précaution. Voilà ce que je veux dire aux Israéliens et au monde entier. Regardez qui est opprimé ici et qui est oppresseur, qui est un terroriste et qui ne l'est pas, qui tue des enfants et qui ne les tue pas. Aujourd'hui, 8 enfants sont morts en un instant. Cela montre au monde qui est le vrai terroriste. En 10 jours, près de 450 bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou gravement endommagés, dont 6 hôpitaux et 9 centres de soins. Je rappelle que depuis 1948, la fondation d'État d'Israël, plus de 400 résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ont été adoptées sur le conflit, que pas une résolution n'a été respectée par Israël. Parce que le sionisme, c'est ça. On est allé en Amérique, on a fait un film qui s'appelait Bosna. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour... on a même fait du trafic d'armes. C'est antisémite ce que vous dites, monsieur. C'est antisémite. On a même fait du trafic d'armes. Ouais. Ah ouais. Oui. On a fait du trafic d'armes, oui. Vous avez fait passer des armes en Bosnie? Oui. On a fait des... Oui, clandestinement, on a fait passer des armes en Bosnie qui venaient d'Ukraine. Bernard-Henri Lévy, intellectuel engagé et polémique. Je déteste la guerre et elle me fait horreur. Pourtant, vous y allez souvent. Vous savez, on m'a montré des images, je n'étais pas à Paris, on m'a montré des images lors de la précédente flambée de violence en 2014. On m'a montré des images de manifestations ici, dans les rues de Paris. J'en ai encore le sang glacé d'avoir vu et entendu ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Armes à la main, ils dansent, chantent et se font passer tout en la poignardant la photo du petit Ali Dawabché, ce bébé palestinien de 18 mois brûlé vif avec ses parents en juillet dernier. La vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a été visionnée par le grand-père du petit. À part condamner cela, que peut-on dire? On ne peut que condamner ces actes. Malgré son arrestation, Meir Ettinger est tout sourire. La police le soupçonne de crime nationaliste, mais son implication dans l'incendie mortel d'un foyer palestinien n'a pour l'instant pas été prouvée. Il sera détenu jusqu'à dimanche. Comme son grand-père, il réclame l'expulsion d'Israël de tous les chrétiens et des Arabes. Son mouvement est soupçonné de harcèlement systématique contre les populations. Ils utilisent ces incendies pour terroriser les résidents et leur faire quitter leur terre, mais cela provoque l'effet inverse. Cela les rapproche et ils sont encore plus liés à leur terre que jamais. Si les attaques se résumaient surtout à des actes de vandalisme, elles ont franchi un nouveau cap vendredi dernier. Un bébé palestinien de 18 mois a trouvé la mort dans l'incendie criminel de sa maison. Des menaces ont également été proférées sur les réseaux sociaux contre le président Reuven Rivlin qui a fermement condamné l'attentat.
Des insultes et des graffitis anti-chrétiens ont été inscrits sur le mur d'une église et sur la porte d'un cimetière grec-orthodoxe à Jérusalem. D'après des témoins et la police, Jésus est un singe, les chrétiens sont des singes, ont écrit les auteurs de ces inscriptions. Les enquêteurs soupçonnent des extrémistes religieux juifs. Moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit « Mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. » Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Donc, voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. Et c'est une théorie colonialiste, en fait. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But it's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, ya ammi. Parce que le sionisme, c'est ça. Nous venons cueillir nos olives, mais l'armée nous complique la tâche. Ils réclament des permis spéciaux. Et pendant ce temps, les colons nous prennent nos récoltes. Ici, les frictions sont quotidiennes. Fréquemment, de jeunes colons s'en prennent aux terres de leurs voisins, car pour eux, elles leur appartiennent. Sur ces images prises il y a quelques mois, des extrémistes israéliens incendient les abords d'un champ d'oliviers. Parfois, ils mènent des actions de sabotage, comme celle dont a été témoin Jaber Hamouda. Quand c'est la saison de la cueillette, nous laissons nos récoltes sur des bâches. Mais un matin, tout avait disparu. Ils ont tout pris. Parce que le sionisme, c'est ça. Nous sommes des millions à être indignés par les images et les témoignages qui nous parviennent de Jérusalem. Ratonnade, expropriation forcée de familles palestiniennes par des colons d'extrême droite, heurts ultra-violents et tirs meurtriers de l'armée israélienne dans l'esplanade et dans la mosquée d'Al-Aqsa, et maintenant bombardement de la bande de Gaza. Il y a déjà des dizaines de morts, des centaines de blessés. Dimanche, nous étions à la Cour suprême et le juge nous a dit « Vous devez admettre que cette terre est la propriété des colons en échange de votre protection ». Notre réponse aujourd'hui a été sans appel. Nous ne reconnaîtrons pas cette propriété comme appartenant aux colons. Nous vivons dans ces maisons depuis 65 ans et nous ne les quitterons pas de notre vivant. C'est une terre arabe, palestinienne, du gouvernement jordanien. Et nous, habitants de ce quartier, nous ne pouvons en aucun cas admettre que cette terre est la leur. Elle est à nous. La terre est à nous. La terre est à nous. Quand vous voyez que votre terre, votre peuple et votre famille sont traités injustement et que tout vous est enlevé, alors vous comprenez pourquoi les gens sont en colère. Ce qui est à l'œuvre, c'est la colonisation systématique et illégale de Jérusalem-Est par le pouvoir extrémiste de Netanyahou, par une armée d'occupation et par des colons fanatisés. L'ONU a rappelé que le déplacement forcé de civils par la puissance occupante était illégal au regard du droit international et pouvait s'apparenter, je cite, à des crimes de guerre. La procureure de la Cour pénale internationale parle de fondement raisonnable de crimes de guerre. Monsieur le ministre, que fait la France ? Vous dites, cela dit, que s'il s'agissait de soutenir la cause palestinienne, alors vous pourriez comprendre. Mais vous savez, il y a eu 300 000 morts en Syrie depuis le début de ce qu'on appelait le printemps arabe. Combien de manifestations ont-elles eu lieu dans les rues de Paris ? Combien ? Aucune. Il y a des centaines de milliers de morts au Yémen. Ce sont des Arabes. Pourquoi y a-t-il une différence entre les Arabes du Yémen, les Arabes de Syrie et ceux de Gaza ? Tout simplement parce que ce n'est pas l'expression d'une solidarité, c'est l'expression d'une haine. La haine de l'État d'Israël, la haine de l'État juif. Il faudrait se poser la question du sang qu'a sur les mains Netanyahou et qu'il amène ici en Europe et de manière totalement innocente et revendiquée. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. Toutes demandaient sa démission, en cause les accusations pour corruption qui pèsent contre lui. Le Premier ministre israélien fait face à des accusations de fraude, abus de confiance et corruption.
Et si Israël est critiqué, et par les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. Netanyahou apporte avec lui le sang de milliers de blessés pendant la marche du retour à Gaza, de plus de 100 morts tirés à bout portant comme des lapins par des snipers, alors que c'était des gens désarmés et qui manifestaient pacifiquement. On tirait tout le temps, de jour comme de nuit. On tirait avec nos fusils, tout comme les tanks en appui qui pilonnaient avec leurs obus de mortier. Est-ce que j'ai vu des combattants ennemis? Non, j'insiste là-dessus. Nous n'avons vu personne, absolument personne. Nous n'avons identifié aucun suspect ou combattant du Hamas. Habitués à des discours de retenue et de moralité, les soldats décrivent une armée qu'ils ne reconnaissent pas. Les consignes étaient, disent-ils, claires, ne pas prendre de risques, tirer au moindre doute. La question du sort des innocents n'a jamais été évoquée. Et quand ça l'a été, c'était pour dire qu'il n'y avait pas d'innocents là-bas, que tous étaient nos ennemis. Voilà la phrase que notre commandant répétait sans cesse. Où que vous soyez, s'il y a quelqu'un, eh bien c'est votre ennemi. Une atmosphère d'impunité donc. Certains soldats vont même jusqu'à évoquer des crimes de guerre, comme l'utilisation de civils comme boucliers humains. Pour rentrer dans les maisons en évitant de se faire piéger par des charges explosives, nous forcions des civils à casser les murs, faire un trou par lequel nous pourrions rentrer. Et ensuite, parfois, on forçait un civil à avancer devant le soldat, de le précéder dans la maison. Le soldat posait son fusil comme ça sur l'épaule du civil et il avançait en bouclier. L'armée israélienne qui accuse régulièrement le Hamas d'utiliser des civils comme boucliers humains, pointés du doigt par certains de ses soldats. Et Breaking the Silence maintenant de demander des explications. Les soldats rentrent à la maison, regardent la télé et entendent des porte-paroles de l'armée dire qu'ils n'ont jamais utilisé des civils en bouclier humain. Mais eux, ils savent puisqu'ils l'ont fait. Alors quel est le résultat de ces mensonges? Ça revient à dire quoi à nos soldats? Eh bien ça, c'est les trahir, c'est nous trahir nous en tant que société. Le résultat, c'est que cette démission internationale, notre démission, encourage l'escalade meurtrière et colonisatrice de Netanyahou. Qu'attendez-vous pour réagir à ces violations graves et permanentes du droit international, à ces crimes de guerre établis et répétés, à réagir autrement que par des mots creux ou par d'indignes renvois dos à dos du pouvoir criminel de Netanyahou et des victimes palestiniennes spoliées de leur droit à un État? Nous disons les choses très clairement. Oui, l'escalade en cours, en ce moment même, elle est préoccupante, très préoccupante. Le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé ce matin même dans ces termes-là. La France l'a fait également très clairement. Et nous condamnons à la fois, nous rappelons notre ferme opposition à la colonisation, aux démolitions de structures palestiniennes, aux évictions dans les quartiers palestiniens de Sheikh Jarrah notamment. Elles sont illégales au regard du droit international, c'est très clair. Elles sont un obstacle majeur à la paix. Mais nous condamnons également très fermement ces tirs de roquettes qui, cette nuit encore, ont provoqué plusieurs victimes. Elles sont inacceptables et cela doit également cesser immédiatement. Et donc, toutes ces violences, elles montrent quoi? Elles montrent la nécessité d'un processus politique crédible. Et force est de constater que chez les différentes parties, la situation politique n'est pas stabilisée et que donc ça n'aide pas à trouver cette solution politique. Mais la France ne renoncera pas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à nouveau aujourd'hui, après la réunion de lundi. Nous porterons d'une voix forte cette nécessité. Et la France, elle se mobilise aussi avec un certain nombre de partenaires de bonne volonté. Je pense à la Jordanie, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Égypte, dans le cadre d'un format qui a été mis en place par Jean-Yves Le Drian et avec lequel nous ne cessons d'avoir des échanges. Et donc, cela peut paraître ardu, aride, mais nous ne renonçons pas à participer à l'élaboration d'une solution politique. Monsieur le Président Laurent. Monsieur le ministre, je vous le dis solennellement, votre parole est indigne des responsabilités de la France face à une telle gravité. Vous ne pouvez pas utiliser le dos à dos que vous pratiquez comme une fuite en avant de nos responsabilités. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est Jérusalem-Est. Et vous le savez très bien, c'est ça qui est au cœur de la crise. Et si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Sans sanction, Netanyahou ne bougera pas.
Il se moque de la loi et du droit international. Vous le savez parfaitement. Il se moque même de la justice israélienne. Il faut conclure. Eh bien, il faut des sanctions. Il faut saisir le Conseil de sécurité et il faut suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et il faut ces mesures vite. Je peux venir avec vous? Nous n'avons pas de place pour vous. Ah, dommage. C'est pour quelle chaîne? C'est une chaîne française. On n'aime pas la France. Vous n'aimez pas la France? Vous n'aimez pas les Français? Non. Ah, sorry. Désolé, moi j'ai rien contre vous. La France épinglée par la justice européenne. Elle lui reproche d'avoir condamné 12 personnes, des militants qui menaient une campagne de boycott de produits venant de colonies israéliennes. La France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir sanctionné des militants pro-palestiniens en faveur du boycott de produits importés d'Israël. La saisie en 2016 par le collectif Palestine 68 parle d'une violation de la liberté d'expression. Pour les juges de Strasbourg, cela relève, je cite, d'expression politique et militante concernant un sujet d'intérêt général. L'État français va devoir verser des dommages et intérêts aux requérants. Madame Sibony, vous êtes à Tel Aviv. Que vous disent les gens autour de vous? Est-ce qu'ils cautionnent justement cette politique de Benyamin Netanyahou qui donne effectivement, parfois, on le constate ici et là, une image impopulaire d'Israël? Est-ce que, selon vous, la population, l'opinion publique partage et cautionne? Vous savez, dans tous les systèmes en voie de fascisation, et je suis modérée dans mon expression, la population se fait entraîner. En même temps, parce que ça vient d'en haut, quand d'en haut on impulse de la démocratie, on a une société démocratique. Mais quand on impulse de l'impunité, le fait que par exemple un soldat peut tirer à bout portant sur un blessé à terre et le tuer, et s'en tirer avec une peine de même pas 6 mois de prison et que tout le monde applaudisse son action, tout ça, ça crée une société violente, raciste, qui ne s'intéresse plus à son prochain, qui n'a aucune pitié et aucune commisération pour, par exemple, cette jeune femme de 21 ans, infirmière, en habit d'infirmière, qui vient de se faire tuer par un sniper qui lui a tiré une balle dans le cou, alors qu'elle portait assistance à un blessé. On n'a aucune pitié pour les enfants torturés dans les prisons en Israël. Tout ça, c'est du déni, impulsé par le haut, mais je vais vous le dire, impulsé aussi en France. En France aussi, on veut bâillonner, au fond. On veut bâillonner la population française pour l'empêcher d'exprimer sa colère devant cette suite ininterrompue de scandales. Et on veut nous faire avaler de force que Netanyahou, c'est un allié de la France. C'est peut-être un allié de M. Macron, mais ce n'est pas un allié des Français. Et j'espère que ce soir, partout en France, les manifestations seront très importantes pour montrer que nous, ce qu'on veut, c'est que Netanyahou soit jugé à la Cour de justice européenne pour crimes de guerre. Discours typiquement antisémite, voilà. Le peuple a faim, et quand le peuple a faim, il devient dangereux. Il faut absolument que Macron il lâche quelque chose. Il n'a rien lâché, hein. Il n'a rien donné jusqu'à présent. Il faut faire attention. Il ne faut pas laisser mourir le peuple de faim. Il faut qu'il prenne de bonnes décisions parce que ça ira très mal. Au moment que le peuple n'a plus assez à vivre, alors ça va très très mal. Ça devient dangereux. Espérons qu'il va prendre une position parce que ça va aller très mal. Parce que moi, je vois l'avenir un peu sombre. Espérons que nos enfants voient quand même que tout va bien se passer parce que ça peut devenir très dangereux. Et le gouvernement le sent. Il essaye de tout freiner, de salir, de dire ah, ils sont ci, ils sont ça. Et nous, on a quand même une bonne vue de la société, de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est un barreau d'honneur. Un barreau d'honneur. Vis-à-vis du fait que quelque chose est en train de cesser. Il meurt, cette élite, c'est fini. L'élite, c'est l'oligarchie médiatico-politique. Vous, nous, et les politiques. Et cette élite-là, qui est fondée sur quoi? Sur des grandes valeurs modernes. L'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Et ils pressentent bien... Vous trouvez que ça meurt, ça? C'est fini.
Mais alors c'est remplacé par quoi? C'est remplacé, moi c'est mon dada, c'est remplacé par la communauté, le nous et pas le je. C'est remplacé par l'émotionnel, c'est remplacé par la progressivité, c'est-à-dire l'enracinement dynamique. Et or, cette élite-là qui a le pouvoir veut maintenir ces valeurs d'individualisme. Et dans le fond, cette espèce de truc scandaleux, se donner un coup de poing plutôt que de se serrer la main, mettre une muselière, par exemple, et bien tout ça traduit l'enfermement de l'individu. Ça, c'est fini. Et actuellement, pour moi, c'est mon hypothèse. Il y a des soulèvements, il va y avoir, Dieu merci, des soulèvements de plus en plus importants contre justement cet enfermement, ce confinement, cette muselière et autres manières de garder de la distance. Le nous est important. L'être ensemble, c'est ce qui constitue une société. Et je considère que c'est ce baroud d'honneur d'imposer un certain nombre de mesures. C'est un baroud d'honneur d'une élite qui pressent, qui est en fin de course. Les masques tombent, enfin. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's inside. Ça fait des années que qu'il me soit permis de me citer lui-même, moi-même, que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés. Qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Ils sont aujourd'hui, ils font partie aujourd'hui de la coalition de M. Netanyahou. Et ce sont des hommes qui sont capables de tout. Parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Personne ne veut la mort d'enfants. Très bien. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, très attendue, est-ce que c'est une surprise ce verdict? Écoutez, on ne va pas parler de surprise ou au contraire de méprise, on va parler de mouvement en faveur de la liberté d'expression à un moment particulièrement critique en France et en Europe, où cette liberté d'expression subit des assauts répétés et inquiétants. Donc je suis très heureux de cette décision. Elle pose des principes qui me paraissent essentiels, à savoir que les citoyens ont le droit de critiquer la politique d'un État étranger, ou français bien évidemment, que cette critique, du moment qu'elle ne pose pas des appels à la violence ou à la discrimination, est acceptable, elle est couverte par ce qu'on appelle l'article 10 de la Convention européenne, c'est-à-dire l'article qui protège
la liberté de la communication, la liberté d'expression. C'est donc une décision pour moi intéressante à un moment un peu charnière où il fallait qu'il y ait un coup d'arrêt donné à des attaques contre la liberté d'expression.